Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Marceau, le soir. Radio X. Merci d'être bien branché sur le 98.1 Radio X. On est avec vous jusqu'à 22h. Et pour la prochaine heure, on est avec Pascale Piquet. C'est une coach de réussite. Elle est spécialiste de la dépendance affective et du bonheur. Allez faire un tour sur son site web pascalepiquet.com. Comment vas-tu, cher Pascal? Bien, je vais très très bien. Un beau bonsoir à vous deux, puis à toutes les personnes qui nous écoutent, parce que je sais qui nous écoute sur la route. Il y a un certain Yannick qui, chaque soir, quand il rentre chez lui, eh bien, il nous écoute et il est rentré en contact avec moi, plus d'autres personnes qu'on n'imagine pas. Hein. Nous, on est les trois dans le studio, mais il y a des gens qui sont dans leur voiture. Il pleut, mais à boire debout. Je suis venue avec mes palmes et mon tuba tout à l'heure. Et puis, il y a toutes sortes de gens dans différentes circonstances qui nous écoutent. Alors, je donne le bonjour à mes clients et puis surtout à Yannick qui est sur sa route là et qui rentre chez lui et qui écoute religieusement l'émission. On vous salue. Ça fait un bout qu'on t'a pas vu. On s'ennuyait. T'as même pas pris une ride. Non, ça c'est gentil. Alors là. Un grand flatteur. As-tu encore un chum? Toujours le même. Puis c'est qui, finalement? C'est toujours le même que la dernière fois. Oui, son nom? Le même que la dernière fois. C'est très beau, moi, comme nom, le même que la dernière fois. C'est l'inconnu le plus connu de la planète. C'est pas beau, ça? J'ai fait de lui l'inconnu le plus connu. Parce que, Pascal, toi, c'est la première fois que tu la rencontres en personne. Tu l'as certainement déjà entendu, mais elle a été longtemps abstinente. 11 ans. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé puis il a tout changé. Alors c'est célibataire et abstinente. Alors je dis célibataire parce qu'il y a des gens qui sont en couple et abstinents. Oui. Faut dire qu'avant elle avait essayé de tuer 2 de ses ex. Là. Oui, elle est pas au courant, Laurence. Oui. Ah ok, ça explique tout. Mais le troisième a eu du courage, mais lui, j'étais déjà désactivée. Donc je suis passée par Paris, Yannick. Ça fait 2 fois que je vais à Paris pour le lancement de mon dernier livre, Gagner au jeu des échecs amoureux. Et puis, j'y étais pour la Saint-Valentin et en l'espace d'un mois, on était en réimpression. Tout a été vendu, donc ça marche très bien. Donc ça va bien. Et puis je reviens au Québec pour continuer la promotion et je retourne au mois de juin en France, en Belgique, au Luxembourg et au Maroc probablement. Est-ce que tu reçois encore des gens chez toi pour parler de la dépendance affective? Toujours. J'ai toujours cette formule sur 2 jours ou sur une semaine. J'ai des clients qui viennent d'Europe, qui viennent passer une semaine avec moi. Donc ils viennent vivre la vie du petit village de Saint-Jean-de-Mata avec moi. Et puis mon slogan c'est loger, nourri, coaché. Donc je les remets d'aplomb, je vais les chercher avec la pelle et la balayette à l'aéroport, je les mets dans un petit sac, je les amène à la maison, je les reconstruis. Pendant une semaine, ils sont totalement pris en charge et coachés, puis je les ramène et ensuite je fais un suivi et ils repartent vers de nouvelles aventures dans le bon sens. Il vient un stade où quand t'es dépendant affectif, là, t'es plus capable de bien fonctionner dans la vie. Là. Dysfonctionnel complètement, parce que on redevient un enfant puis ce vide est tellement terrible qu'on a l'impression de tomber dans un gouffre et on devient dysfonctionnel. T'es dans un gouffre où il fera nuit tout le temps et il fera froid tout le temps et dont tu as l'impression que tu ne sortiras jamais. Et ça, c'est le phénomène de la solitude. Tu sais, on ne meurt pas de solitude, on meurt de la peur de la solitude. Donc, beaucoup de gens ont des discours très très réducteurs par rapport aux gens qui sont agrippés à une personne qui leur nuit. J'ai entendu tout à l'heure l'histoire de cette dame qui est venue demander la clémence du juge, et c'est extrêmement fréquent, comme je t'ai entendu le dire. Bien sûr, les personnes frappées, hommes ou femmes, vont souvent demander la clémence du juge, mais parce qu'ils ont toujours cet espoir que l'autre va changer, et puis l'autre le leur dit, mais ça dure des années, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt. Et puis, je connais bien le problème de la violence conjugale, puisque tu te rappelles que c'est moi qui attaquais mes conjoints. Oui, je m'en rappelle très bien. Et que la seule chose qu'ils me rendaient, c'était les coups, n'est-ce pas? Donc ça faisait des matchs assez équitables. Mais c'est plus fort que ces femmes-là que d'aller revoir le juge pour demander la clémence, parce que sans cet homme-là, elles ne sont plus rien. C'est ça qui est terrible à comprendre pour une personne équilibrée ou qui n'a pas cette connaissance de ce problème. Mais il faut le comprendre, pour ces personnes-là, quitter cet homme-là, même si elles sont frappées à longueur de journée, c'est crever. Donc, crever ou crever, ça change quoi pour elles? Parce que si elles quittent cette personne, elles sautent dans le vide. Et sauter dans le vide, c'est crever aussi. Donc, les personnes qui sont dépendants affectifs voient leur conjoint, conjointe ou encore amis ou parents comme des bouées de sauvetage constamment. Pour pas se noyer, ont besoin de quelque chose. Plus que ça, comme une bouteille d'oxygène. Ah oui. Donc t'es prêt à faire n'importe quoi pour crachouiller dans une bouteille d'oxygène, sinon tu vas crever. Donc c'est en ces termes que le problème se pose. On voit même des femmes, des prostituées qui sont carrément et clairement tabassées par leur pimp, comme vous dites ici, et qui vont trouver ça justifié parce que c'est la seule personne qui leur a porté de l'attention.
Ça va jusque-là dans les cas extrêmes. Donc, il faut comprendre que c'est un problème qui va jusqu'à tuer. Soit on tue. J'entendais aussi le cas de ce monsieur qui a tué toute sa famille, là, son père, sa belle-mère. Ça, c'est un besoin de reconnaissance. Quand tu n'as pas ce besoin de reconnaissance, et comme tous ces jeunes qui rentrent dans une école et qui se mettent à tuer tout le monde, ou les terroristes. Les terroristes qu'on envoie sur le terrain, ils ont un besoin de reconnaissance effroyable. Ils veulent une récompense. Alors on leur dit qu'ils vont aller au ciel et voir les 79 vierges. Mais moi je me dis qu'il y aurait peut-être une façon de contrecarrer ça. Si on les laissait violer par 79 femmes avant qu'ils montent là-haut, peut-être que ça les calmerait de faire du terrorisme. Ou les transformer en femmes puis les renvoyer non, mais juste les menacer, tu sais, là, 79 femmes affamées, oui. tu lâches le terroriste au milieu, on va voir s'il a encore envie de monter là-haut. Ouais, on peut-tu l'avoir, ce service-là, même si on n'est pas terroriste? ça dépend des 79 femmes, hein? Oui, c'est ça. Attention. OK, on les choisit pas, hein? Ah, non, c'est des surprises. Ce sont elles qui te choisissist. Durant toutes tes années de pratique, Pascal, est-ce que les dépendants affectifs ont tous le même profil? Est-ce que c'est tout le temps toujours les mêmes souches de départ, les problèmes, les parents peut-être qui n'ont pas assez aimé leurs enfants? Oui, malheureusement oui, et c'est très mathématique. C'est dans l'enfance une carence affective, manque de reconnaissance, affection et protection. Donc c'est ce qui devrait développer la confiance et l'estime chez un enfant, être reconnu, être aimé et être protégé. Quand il y a une carence, et pas forcément être abandonné ou être violenté ou abusé sexuellement, c'est simplement des parents qui ignorent un peu leur enfant ou alors qui ont des paroles déplacées, ça suffit pour affecter la confiance et l'estime. Et ça suffit pour envoyer une personne dans la mauvaise direction. C'est très la gâchette est très très sensible. Donc j'ai des clients qui ont vécu des drames, qui ont vécu dans des pays totalitaires où ils ont vécu des choses horribles, hein, la torture, la mort, enfin des monstruosités, et il y en a d'autres qui ont eu simplement une mère. Par exemple, une de mes clientes dans la trentaine, la mère disait ça c'est trop difficile pour toi ma chérie, ces études sont trop difficiles pour toi, ce garçon est trop hot pour toi. Elle voulait la protéger des échecs. Résultat des courses, bien cette fille-là ne savait plus ce qu'elle pouvait faire et elle, à force d'être protégée, elle n'arrivait plus à avancer. Donc ça peut être aussi simple que ça ou aussi violent que ça peut l'être, mais ça part d'une carence. Donc ça crée un vide, et ce vide en fait, c'est la croissance affective qui ne se fait pas. On reste un enfant à l'intérieur d'un corps d'adulte. Et c'est ça la vraie dépendance, c'est de rester un enfant dans certaines circonstances. C'est-à-dire que dans ta vie professionnelle, tu peux être parfaitement adulte parce que tu as été chercher une reconnaissance scolaire et académique. Donc du coup, tu vas avoir une vie professionnelle où tu vas être très reconnu et tu vas avoir confiance en toi. Mais dans ta vie privée, il se peut qu'il y ait des failles et que à ce moment-là, tu sois en déperdition. Alors j'ai des clients qui sont très connus, qui sont face à un public, face à des caméras, face à des micros sans aucun problème. Et face à une belle femme, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Ça c'est comique. La timidité, là. Ah c'est parce qu'ils redeviennent un petit gamin. Là, face à une belle femme, c'est la panique. Ah oui? Ah complètement. Ils paniquent. Alors pour toutes sortes de raisons, parce que peur que la personne les rejette, peur que ce soit la femme de leur vie, de dire la bêtise du siècle et qu'elle s'en aille à jamais et qu'ils finissent vieux garçons, peur. Okay. Donc ces hommes-là ou ces femmes-là qui ont une vie professionnelle éblouissante dans leur vie privée, ils ont souvent des dérapages ou alors ils s'acoquinent à quelqu'un qui ne leur convient pas du tout et avec qui ils veulent surtout pas qu'on les voit. Mais dans ce style-là, c'est parce qu'ils sont accrochés et avec des personnes qui leur conviennent pas. Tu connais ma formule, hein, les princesses épousent pas les bergers, les bergères épousent pas les princes. Donc il faut avoir le même niveau souvent d'éducation. Les princesses frenchent pas les grenouilles pour qu'ils se transforment en princes. Moi j'ai frenché des princes, ils se sont transformés en crapauds. Donc l'effet inverse. C'est ça, ça arrive très souvent. OK, mais je trouve ça intéressant que avec toutes tes années de pratique avec des gens qui sont aux prises avec des dépendances affectives qu'on s'aperçoive que souvent tout part de l'enfance là. Puis est-ce que ça peut être, je sais pas moi, un père manquant ou une mère manquante? Oui. Tout à fait. C'est toutes sortes de choses. Ou un père, tu sais, le plus dramatique, c'est un père qui est là, qui est dans la famille, qui est au sein de la famille, mais qui est absent, en ce sens qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. J'ai beaucoup de témoignages en ce sens. Ça peut être aussi une maman, c'est-à-dire que les parents sont là, mais ils n'accordent aucune attention à l'enfant. J'appelle ça les parents hologrammes. Moi, j'ai eu ça aussi. C'est-à-dire que t'as une mère ou un père, là, c'est un hologramme. Il y a écrit père ou mère.
Il y a le titre, mais il n'y a pas la fonction. C'est-à-dire que tu es face à une personne qui pourrait avancer vers toi, te prendre dans ses bras, t'embrasser, t'encourager. Elle le fait pas. Elle te passe à côté comme si tu n'existais pas et elle te file un coup de pied de temps en temps parce que tu es dans ses jambes et que tu l'ennuies. Donc ce sont des parents hologrammes. Ils n'ont pas leur fonction. Mm-hmm. Non, j'ai connu ça. J'ai connu ça dans mon entourage. Une fille que j'ai côtoyée pendant quelques années. Son père, sa mère étaient médecins. Oui. Donc, il y avait des horaires qui étaient pas, tu sais, ils faisaient pas du 8 à 5, là. Ils étaient jamais à la maison. Puis en plus, c'est des gens qui sont beaucoup dans leur tête, hein. Ils sont constamment en train de réfléchir puis de penser au boulot parce qu'ils ont des patients. Mais leurs enfants, là, ils existent aussi. Et c'est ça, ils restent sur le bord de la route. Et cette personne-là, elle avait une dépendance affective, une carence affective. Bien sûr. Incroyable. Quand tu dis des parents hologrammes, eux, c'en étaient, là. C'était la plus belle des maisons du quartier. Il y avait tous des belles voitures. Les enfants avaient toutes des belles voitures. Mais, ils voyaient pas leurs parents. Ils voyaient des nounous, mais il y avait pas de modèle féminin, il y avait pas de modèle masculin. Les nounous se tapaient dans la main, puis bon, ben ça, c'est ton corps de travail. Ouais, c'est ça. Triste, hein? Tu connais Dolly Parton? Non. Dolly Parton, la chanteuse? Oui. La comédienne aussi? Dolly Parton, oui. Je l'ai dit avec l'accent français. C'est que la choucroute sur la tête et des seins, on se demande comment elle arrive à tenir debout et qu'elle tombe pas en avant. D'ailleurs, c'est pour ça que je me souviens d'elle. Hein? Ah, voilà. Un des premiers fantasmes. Ça, je me rappelle d'elle pour ça. Oui. Oh my God, you're so... Elle parle du nez en titi. Ben, c'est ça. Oui. Oui. Eh bien, elle vient d'une famille nombreuse et très pauvre. Et ils étaient tous les soirs en train de chanter, faisaient de la musique avec les parents. Et ils ont tous réussi dans la vie. Parce que, ils ont eu de l'amour. Quand tu as de la reconnaissance, de l'affection et de la protection, c'est très très important. Et ça n'a pas une nécessité d'argent. C'est la plus grande des richesses que des parents puissent offrir à leurs enfants. L'argent, c'est encore secondaire. Mais dans cette famille-là particulièrement, tous les soirs, ils faisaient tous de la musique, ils chantaient, parents, enfants, et ils étaient très très aimés. Du coup, ils ont été lancés dans la vie avec les bonnes cartes, au lieu d'être hypothéqués. Parce que si tu cours après l'affection dans ton enfance, tu vas courir après l'affection dans ta vie d'adulte. Immanquablement. Alors que si tu en es nourri dans ton enfance, eh bien tu ne cours pas après dans ta vie d'adulte parce que tu t'aimes, tu te reconnais et tu te respectes. Ce qui fait que tu restes dans ce que j'appelle le couloir de natation. Tu restes dans ton couloir de natation, tu vas pas dans celui des autres et tu laisses personne rentrer dans le tien. Quand tu n'as pas eu l'amour, qu'est-ce que tu fais? Quand tu l'as pas eu enfant, tu vas essayer de l'acheter. Tu vas courir après. En pensant que, si tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, il va t'aimer en échange. Alors tu te transformes en esclave et c'est encore pire parce qu'un esclave est méprisé. C'est la différence entre rendre service et être au service d'eux. Si tu rends service, on te respecte et tu te respectes. Si tu es au service d'eux, tu te rends esclave et tu n'obtiens que du mépris. Voilà comment la dynamique s'installe. Donc, et c'est mon fameux desperado, celui qui donne désespérément, dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. Je vais réécouter l'émission. C'est l'amour. Ça fait 3 fois que je te le fais ce coup-là, tu l'as pas encore appris par cœur. Non, je serais pas capable de le répéter. Je sais même pas comment j'arrive à le dire moi-même, je crois qu'il faut pas que je réfléchisse, sinon je m'en mêle les pinceaux. Donc, il devient un desperado. Oui. Il court désespérément après les autres pour avoir ce qu'il n'obtiendra jamais, parce qu'il court après. La folie de la dépendance affective et émotive, c'est que tu deviens dépendant de quelque chose que tu n'as pas. Encore l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, tu l'as. La nourriture, tu l'as. Mm-hmm. Alors que quand tu cours après l'affection, tu l'as pas. Et plus tu en as besoin, plus tu cours après et moins tu en as. C'est ce que j'appelle la samba des névrosés. C'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc plus tu cours après, moins tu en as. Mais comment on guérit de ça? Tu sais, tu reçois des gens qui sont scrap, là, qui sont tannés de vivre avec la dépendance affective. Tu les reçois chez toi. Tu sais, comment tu fais pour que ces gens-là repartent sur leurs 2 pattes avec des objectifs précis pour ne plus jamais être dépendant puis ne plus jamais avoir quelqu'un dans sa vie qui peut être dépendant affectif aussi? Parce que souvent, des fois, on attire ce qu'on est. Ah, carrément, on attire ce qu'on est. Équilibré, on attire quelqu'un d'équilibré. En déséquilibre, on attire quelqu'un de déséquilibré. En fait, c'est Sainte PNL, priez pour nous. Programmation neurolinguistique, j'ai monté mes propres techniques aussi. Il suffit, et je le dis bien, il suffit de développer la confiance et l'estime. Parce que la majorité des gens ne savent pas qui ils sont, ils n'ont pas d'objectif de vie, aucune stratégie. Donc moi, ce que je leur enseigne, c'est qui ils sont. Déjà, on construit l'identité, parce que ce sont des gens extraordinaires. La majorité des personnes qui nous écoutent et qui pensent manquer de confiance et d'estime sont des personnes extraordinaires. Sauf que leurs parents ne le leur ont jamais souligné. Et qui sont tombés sur des gens qui ont continué la malédiction en ne le soulignant pas non plus, au contraire, en leur tapant sur la tête. Donc c'est simplement de leur montrer leur vrai visage. Si tu te mets face à un miroir déformant, tu crois que tu es déformé. Et les parents sont des miroirs déformants quand ils sont inadéquats.
Alors que après, quand tu continues à courir après l'amour, tu tombes sur des conjoints qui vont être un miroir déformant aussi. Ils vont continuer. Donc tu finis par croire que t'es déformé. Alors, ce que je travaille avec eux, c'est leur identité. Je travaille aussi toutes les belles réalisations qu'ils ont faites. Je leur ouvre les yeux, en fait. Je leur ouvre les yeux. Et puis ensuite, on travaille sur un objectif de vie et je leur donne les clés du bonheur. Il y a des clés pour le bonheur. Oui, puis t'as dit quelque chose d'important, puis je m'excuse de te couper. Oui, je t'en prie. T'as dit, je leur fais prendre conscience des choses qu'ils ont réalisées. Des gens qui sont dépendants affectifs, qui n'ont pas une grosse estime d'eux, se rendent pas compte de toutes les étapes qu'ils ont franchies. T'sais. Non. Se rendent pas compte de chacun des petits succès qu'ils ont pu avoir. Non. Je trouve ça particulier, ça. Et puis, en plus, on confond la confiance et l'estime. Parce que les gens disent, j'ai aucune confiance, j'ai aucune estime de moi. Paf, ils mettent les deux dans un sac poubelle et ils jettent tout ça au vidange. Mais non. La confiance et l'estime, ce sont deux choses différentes. L'estime, c'est ce que tu penses de toi. Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Alors ça, il y a pas 36 solutions. Soit tu es quelqu'un de bien, et ton estime est à 10, parce que tu te reconnais comme quelqu'un de bien qui respecte les valeurs, soit t'es pas quelqu'un de bien, ton estime est à 0. Et tu le sais que t'es pas quelqu'un de bien. Quand je suis allée faire donner 2 conférences à la prison Bordeaux à Montréal, j'avais 2 conférences différentes, les prévenus et les détenus. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, les gars, si vous êtes là, ils étaient là sur une base volontaire. Et comme l'a dit l'intervenant qui m'a fait venir, j'ai eu un public captif, n'est-ce pas? mais il y a 2 ans qu'il n'y avait pas vu une fille. mais ceux qui étaient dans ma salle, en fait, étaient là sur une base volontaire. Ouais. Et donc, je leur ai expliqué, je leur ai dit, les gars, vous pensez que vous êtes pourris parce que vous êtes en prison, vous pensez que vous valez rien. C'est faux. C'est faux. Vous êtes venus pourquoi? Parce que vous voulez entendre des choses sur la confiance et l'estime. Donc, vous avez des valeurs. Les personnes qui se retrouvent en prison et qui ont des belles valeurs et qui les ont piétinées, tu les retrouveras jamais plus en prison parce que c'est pas du tout leur univers, elles ont eu leur piqûre. Moi, c'était pas dans mes valeurs d'essayer de tuer 2 personnes, on s'entend? Si je l'avais fait, j'aurais eu honte. J'aurais eu honte, même si on avait essayé de me sortir de prison, je me serais agrippée au barreau en disant ne me relâchez pas, je sais pas pourquoi j'ai tué le premier, je vais en tuer un autre. Donc, la dépendance affective te fait déraper. C'est-à-dire que quand l'enfant intérieur prend les commandes, ça te fait déraper. Et du coup, tu piétines tes valeurs. Mais tu les as, tes valeurs. Tu restes une bonne personne. Mais tu piétines tes valeurs. Donc ceux qui ont piétiné leurs valeurs à cause de la dépendance affective et qui sont allés en prison, ils n'iront plus jamais. Parce que il y a 2 jeunes qui sont venus après la conférence et qui m'ont dit, madame, vous avez raison. Au bout d'un jour ou 2, on s'est rendu compte que c'était pas du tout notre univers, on purge notre peine, on ne reverra plus jamais ici. Alors que celui qui ne respecte aucune valeur, puis j'en ai vu derrière les barreaux, pas dans ma salle de conférence, mais j'en ai vu derrière les barreaux et je suis allée au bout de l'humain. Je croyais que j'y étais allée, mais il y avait plus loin que ce que je croyais. Ceux-là, ils n'ont aucune valeur, ils ne respectent rien, ni eux-mêmes, ni les autres. Ils sont complètement déconnectés. Mmh. Donc, ces personnes-là n'ont aucune estime d'elles. Est-ce que ces personnes-là sont perdues tant et aussi longtemps que ces personnes-là accepteront pas d'admettre qu'ils ont un problème ou il y a moyen de les ramener? Est-ce que ces gens-là sont perdus pour toujours ou il y a moyen de les réhabiliter? Les personnes qui n'ont pas de valeur ancrée, qu'elles les respectent momentanément pas ou qu'elles les respectent tout le temps, les personnes qui n'ont pas eu inculqué les valeurs, c'est très difficile. C'est parce que ça devient la loi de la jungle. C'est sans foi ni loi. Il y a plus de respect pour personne, ni pour soi, ni pour les autres. C'est des personnes en situation de survie extrême. Donc, la confiance, c'est ce que vous êtes capable de faire, et l'estime, c'est que pensez-vous de vous. Donc, je suis une bonne personne, mais je n'ai pas confiance en moi dans certaines situations. Ou alors, il y a les imposteurs, ça c'est encore plus comique. Enfin, comique. Il y a le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que c'est une personne qui est très brillante, qui a tout eu facilement, et qui du coup pense qu'elle n'est pas une bonne personne parce qu'elle a eu les choses trop facilement. Mais ça, on l'a tous, ça. Ah, pas moi. Tu l'as jamais eu? Non. OK. Ben, tu vois, je jasais avec d'autres animateurs de radio, je peux le dire, là, PY. Est-ce que tu connais PY? Non. Il travaille à la radio de Montréal. On l'a vu dans plusieurs émissions de télé. C'est un gars qui vient de Québec. Puis, même après tout ce qu'il a fait, PY, se considère encore c'est comme s'il méritait pas. C'est le syndrome de l'imposteur. Ce qu'il y a actuellement. Puis je me suis dit, tu sais, à quelque part, nous autres aussi, on est un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ce qu'on a, tu sais? Avoir des gens autour de nous qui nous aiment, avoir des amis fidèles. Tu te dis, voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu sais? C'est un ensemble de choses, mais en même temps, c'est d'accepter. Tu sais, la différence entre le dominant et le dominateur, c'est que le dominant, il sait exactement qui il est, il accepte exactement qui il est. Ouais. Et le dominateur, il a tellement peur qu'il essaie d'écraser les autres. Mm-hmm. Mais être un dominant, c'est-à-dire gérer sa vie, avoir la maîtrise de sa vie, c'est exactement ça. C'est être à sa place et savoir qu'on est à sa place. Et de l'habiter.
Donc, et heureusement que je suis à ma place. Imagine que tu viennes me voir en tant que client et que je te dise, écoute, je sais pas si je peux faire quelque chose pour toi, je vais essayer éventuellement, mais peut-être, mais je vais y mettre tout mon cœur. Non, quand je choisis un client, je sais qu'il va s'en sortir. Ouais. Mais effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais compris la beauté de ce qu'ils ont fait parce que, pour eux, c'était trop facile. Mais oui, mais on a le droit d'être brillant, c'est pas... ou d'être chanceux, tout ça est relatif à des croyances. Hein. Moi là, je crois aux vies antérieures, je crois beaucoup à certaines choses. Ça, c'est propre à chacun. Mais le malheur se mérite pas. Là, mesdames et messieurs, sachez bien ça. Le malheur ne se mérite pas. Ça nous tombe dessus par mauvaise programmation. Mais le bonheur, lui, il se mérite. Le bonheur, c'est un chemin qui se choisit. Là, il faut se retrousser les manches pour repartir dans la bonne direction. Parce que les personnes qui nous encadrent dans l'enfance et plus tard, elles nous déroutent. C'est-à-dire qu'elles nous empêchent d'aller dans notre bonne direction. À cause de leur mauvaise programmation à elles nous envoient dans une autre direction aussi. Donc c'est toujours de se ramener à qui on est et d'accepter qui on est. Oui, ça prend du temps effectivement, oui. Parce que j'ai des gens très brillants qui me disent mais ça c'est normal, ça c'était facile, ça vaut rien parce que c'était facile. Et voilà. Ça c'est une fausse croyance aussi. Il faut que ce soit difficile pour que ça vaille quelque chose. Dans les fausses croyances, tu sais, on ne peut pas tout avoir, c'est ridicule. On peut tout avoir, j'ai tout, t'as tout. On a tout. On peut tout avoir. Donc, en fonctionnant sur des registres de fausses croyances, eh bien on part dans la mauvaise direction une fois de plus. Donc je me retrouve face à des gens qui sont pétris de mauvaises croyances par rapport à eux, par rapport à la vie, parce que les parents, encore une fois, la plupart du temps c'est 90% les parents, eh bien leur ont donné une image fausse du monde et d'eux-mêmes. Après, ça peut être plutôt dans la cour de récréation avec des parents qui sont vraiment très sains et très supportants, mais il peut y avoir des dégâts dans la cour de récréation ou des dégâts d'autres façons qui n'appartiennent pas forcément aux parents. Mais néanmoins, on a une image faussée de soi-même. Oui. Donc moi, là, je les remets d'aplomb et je les incite à comprendre qui ils sont puis à l'accepter. C'est uniquement ça, c'est d'accepter et ensuite de comprendre qu'ils sont dans leur couloir de natation et que c'est toujours la phrase que j'aime beaucoup qui est d'un auteur inconnu, c'est je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne pas avoir vécu. Donc c'est de les réveiller et ensuite de les remettre sur dans la bonne direction. Un de mes clients m'a dit un jour tu m'as pas sauvé la vie parce qu'il voulait pas se tuer. Et il m'a dit tu as sauvé ma vie, c'est-à-dire qu'il était complètement à côté de la traque. Mais complètement, il y a des milliers de gens qui sont pas à leur place. On s'oublie. Et ils souffrent et ils savent pas pourquoi et ils souffrent parce qu'ils sont pas à leur place. Et la souffrance c'est exactement un symptôme qui est là une alarme pour te dire t'es pas à ta place, t'es pas aligné. T'es pas encore bien aligné dans ta trajectoire à toi. Donc, on souffre. C'est comme une voiture qui quitte la route, elle va frapper le parapet. Eh bien, oui, on souffre. Alors que quand mes clients se ramènent sur la route, eh bien, ils deviennent heureux comme moi, là. Et puis, le bonheur, c'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est quelque chose de très simple. Il faut en avoir les clés, c'est tout. Mais je trouve ça, moi, je veux revenir sur le sentiment d'imposture parce que je pensais réellement que tout le monde avait ça. Lors des pas la dernière élection fédérale, l'autre élection d'avant, j'ai reçu un gars qui était ministre puis qui, encore aujourd'hui, est pas capable d'admettre tout ce qu'il a réussi à faire. Oui. Pourtant, il a été ministre, là, au Canada. Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche, une mauvaise programmation qui l'en empêche. C'est souvent l'humilité. Tu sais que la personne humble veut être complimentée 3 fois. Ah oui? Oui. Si je te dis, si je vous dis tous les deux, vous êtes vraiment bons, vous allez me dire, oh non, je vais dire, mais si. Oh, tu crois? Mais oui. Ça fait 3 fois. Ah. Et voilà. Au lieu de dire merci. Ok. C'est souvent un problème d'humilité, moi là, je me méfie de ce mot-là. Je suis très prudente avec le mot humilité parce que voilà ce que ça donne, un syndrome de l'imposteur. J'aime ça. Hey, on parlait pendant la pause tout à l'heure de ce que c'est que l'amour. Tu sais, on peut pas avoir une image fixe, selon ma croyance à moi, de l'amour avant plusieurs années. Tu sais, je pense que j'ai pas encore assez d'expérience de la vie aujourd'hui pour me dire OK, c'est ça l'amour ou ça devrait être ça l'amour. Je pense que l'amour, tu le sais, vers la fin de ta vie, c'est quoi l'amour, tu sais? Qui est-ce que j'ai aimé réellement? Puis cet après-midi, on a rencontré une femme formidable, moi et Laurence, c'est la première fois que je la rencontrais. Puis pourtant son mari, je le connaissais depuis plusieurs années et je l'écoutais parler de son mari. Puis eux, ils ont passé quoi, 35 ans ensemble? Pas mal plus que ça. Ils sortent ensemble depuis qu'elle a 16 ans et Jean-Marie 18. OK, puis ils ont 65, 66, là. Puis elle parlait de son mari, puis je le regardais, puis elle était pas en train de me regarder à ce moment-là, elle parlait avec des gens de sa famille, puis je me suis dit, tabarouette, c'est ça l'amour. Je trouvais ça tellement beau. Mais regarde, je vais te dire ce que c'est. Quand tu es face à ta conjointe ou face à tes enfants, qu'est-ce que tu ressens dans le plexus solaire?
En face de mes enfants, c'est complètement fou, là. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait être ça. As-tu remarqué qu'il y a une chaleur? Moi, c'est comme ça que j'ai su que j'aimais pas ma mère. Ah oui? Ah ouais. C'est ça. C'est parce que quand je suis face à ma fille, qui va avoir 23 ans bientôt, ma chère Cassandre, eh bien, quand j'étais face à elle, je ressentais une chaleur dans le plexus solaire, puis il y avait quelque chose qui bougeait, il y avait un échange d'énergie, je sentais ça. Mais quand j'étais face à ma mère, je sentais le vent glacial des plaines de Sibérie. Puis là, je me suis dit, si je ressens rien, elle ressent rien non plus. Et puis c'est là que j'ai accepté le fait que je n'aimais pas ma mère. On ne peut aimer que des gens aimables. Ma mère ne l'est pas. Et puis, je l'aime pas, mais je lui en veux pas non plus. J'ai de la compassion pour elle. Mais je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Alors avec toutes ces croyances judéo-chrétiennes, tu aimeras tes parents, j'ai essayé pendant 45 ans pour me rendre compte qu'on ne peut aimer que des gens aimables. Donc j'ai mis un terme à notre non-relation. On en parlait hier, mais ça, est-ce que ça t'a libéré, toi, de faire ça? Grandement. Oui. Grandement, parce que regarde, quand chaque fois sur l'ouvrage tu t'acharnes et que ça fait 45 ans que t'as aucun résultat, tu finis par croire que c'est toi qui es à côté de la plaque. C'est comme si tu essayais de réciter un poème extraordinaire à une personne malentendante ou de faire lire ton poème à quelqu'un qui est aveugle. Si c'est pas en braille, tu te mets le blâme. Tu crois que c'est de ta faute. Alors que non, pour s'aimer, faut être deux. Quel que soit que ce soit en amitié, que ce soit les relations parentales, que ce soit l'amour, entre conjoints, faut être deux. Donc il y a un échange, il y a quelque chose qui se produit. Alors quand les choses ne se produisent pas, pourquoi insister? Mais tu sais, pour toi qui es parent, pour moi qui est parent aussi, j'étais capable de concevoir que des parents puissent pas aimer leurs enfants. Écoute, je vois mes gars, moi je vire fou. Mais je comprends, mais tu vas voir, plus tu connais tes enfants, plus tu les aimes, comme ta conjointe. Plus on connaît les gens, plus on les aime, parce que ça repose sur l'historique aussi. Plus tu les connais, plus tu les aimes. C'est pour ça que quand on te dit qu'un couple, ça peut pas durer plus de 7 ans, tu sais, comme les électroménagers, là, boum, il y a une date de péremption, puis bouf. Tu y crois, ça? Bien sûr que non. Ça, c'est parce que quand on est dans la névrose, c'est comme les permis à points, tu sais, là, au début, tout nouveau, tout beau, t'as 12 points, puis tu les perds au fur et à mesure que les années passent, même parfois les semaines, puis un beau jour, ce chauffard que tu as en face n'a plus aucun point et tu le laisses t'écraser. C'est pas de l'amour. Parce que tu noteras que quand tu connais quelqu'un et que tu l'aimes, eh bien, ça se multiplie, ça se soustrait pas. Est-ce que tu confirmes? Oui. Ça se multiplie, plus tu connais tes enfants, plus tu les aimes, plus tu connais tes amis, plus tu les aimes, parce qu'il y a un historique, et plus tu connais ton conjoint ou ta conjointe, plus tu l'aimes. Moi, le mien, plus je le connais, plus je l'aime. On a tellement de complicité, il se passe tellement de choses qui nous rejoignent, et on a tellement de souvenirs ensemble aussi, que regarde, c'est sûr que ça se multiplie, ça peut pas être autrement. Sinon, c'est de la névrose. OK. Moi, peut-être que je mélangeais plusieurs choses quand je regardais cette dame-là parler de son mari. Je trouvais ça tellement beau. Tu sais, je me suis dit, Caroline, si un jour il y a une femme qui parle de même de moi, je vais considérer que j'ai été aimé dans la vie. C'est clair. En tabarouette, là. Je me suis dit, j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui. OK, c'est vraiment ça, l'amour, tu sais. Mais tu sais, t'as pas besoin d'arriver à l'article de la mort pour ça. Simplement, souvent, moi là, je demande à mon conjoint, puis on se le dit, là, pourquoi tu m'aimes, pourquoi je t'aime? On se le dit souvent. Mais tu prêtes pas attention nécessairement à ces affaires-là. Tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui, c'est de l'écouter parler, puis ça me rappelait des souvenirs de quand Jean-Marie venait nous voir, puis je me rappelais que ce qu'il disait de sa femme, puis je me disais, waouh. Tu sais, c'est vrai, à toutes les fois, je l'ai vu depuis que je le connais, il y a pas une fois où je l'ai vu, qui nous a pas parlé de sa femme, puis qui nous a pas fait de blagues, puis tu sais, là je me disais c'est vraiment ça, on prêtait pas attention parce que pour nous, tu sais, ça fait. Mais puis là aujourd'hui, on dirait que j'ai comme réalisé que c'était ça. Exactement. C'est parfaitement ça. C'est parfaitement ça. Puis l'amitié, c'est l'amour sans le sexe. Pourquoi les gens savent pas nécessairement ce que c'est que l'amour? Comment ça qu'on nous enseigne pas ça, l'amour? Comment ça que nos parents nous en parlent pas de l'amour? Mais parce qu'on part sur des mauvaises trajectoires une fois de plus. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, Lamartine. Il faut souffrir pour aimer. Donc, on n'est qu'une moitié. Donc, t'es 0,5, tu cours après un autre 0,5, mais 0,5 plus 0,5, ça fait jamais que 1. Alors que l'amour, c'est 1 plus 1 égale 2. Donc, tu cours après une moitié. Ça veut dire quoi, ça court après une moitié? Donc, on nous envoie sur de fausses pistes avec des chansons qu'on nous diffuse à longueur
longueur de journée dans les radios et qui sont des chansons de névrosés. Sans toi, je ne suis rien. C'est ça. Puis tu connais ma préférée. C'est ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ça, c'est de l'amour. Tu vois là, ça là vraiment. Mesdames et messieurs, si vous rêvez d'être l'ombre de la main ou du chien de quelqu'un, vous avez un problème. Sortez les armes à feu de la maison. Il y a un méchant problème. Donc, on nous diffuse de la névrose à longueur de journée à travers toutes sortes de choses, les films, les chansons, les poèmes, et du coup, on l'achète. Combien de personnes pensent qu'aimer c'est souffrir? C'est affreux. Quand je suis en conférence et que je dis est-ce que vous croyez qu'aimer c'est souffrir? Il y en a toujours un ou deux qui lèvent la main en disant oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup souffert. C'est affreux. L'amour, c'est être heureux. C'est pas souffrir. Et quand on te dit que l'amour est proche de la haine, alors ça me dresse les cheveux sur la tête parce que c'est archi faux. Ce sont des opposés. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi on pense ça. C'est parce que tu es mon dealer d'affection. Tu es mon dealer de drogue. Tu es là. Je t'aime. Tu t'en vas, je te hais. Tu reviens, je t'aime. Tu t'en vas, je te hais. Et voilà. Donc, on n'a pas une switch on et off avec l'amour. On aime quelqu'un. Ou on l'aime pas, mais on peut pas je t'aime, je te désaime, je t'aime, je te désaime, ça marche pas. Fonctionne pas comme ça. Non. C'est des idées préconçues qui nous ont été appris. Des fausses croyances, tout à fait, on était bercés par ça. Et puis comme nos parents se sont lamentablement crachés dans leur relation, si tu vas voir des parents qui imagine tes parents. Il faut dire que c'était les religieux qui les dirigeaient aussi. Ah, il y avait pas mal de choses, mais ils sont pas responsables de tous les religieux, mais tu vas voir tes parents, ils sont heureux, ils ont toujours été heureux comme le couple dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Bon. Et puis tu leur demandes, comment vous avez fait pour être heureux? Comment vous avez fait pour vous rencontrer puis rencontrer la bonne personne? Tu sais ce qu'ils vont te dire? On a eu de la chance. Tu vas voir des parents divorcés qui s'arrachent la tête chaque fois qu'ils se croisent. Tu leur dis, mais comment on fait pour être heureux? Eh bien, ils vont répondre, nous on n'a pas eu de chance. Résultat des courses, tu penses que c'est une loterie. Et alors, tu tires un numéro, ça n'a pas marché, meilleure chance la prochaine fois. Tu tires un autre numéro, ça marche pas, meilleure chance la prochaine fois. Tu tires un autre numéro, ça marche pas, meilleure chance la prochaine fois. Mais le problème qu'on oublie, c'est que à chaque échec, dans les relations affectives, un morceau de la confiance s'en va avec l'ex ou la relation. Donc du coup, plus tu vas d'échec en échec, plus ta confiance diminue et plus tu attires des gros prédateurs. OK. Très souvent, on va voir des gens meurtris par leur ancienne relation. Oui. Comment on fait pour dire, bon, ben mon ancienne relation, tu sais, on a toujours tendance, ça dépend des gens, mais tu sais, moi, je me dis, bon, quand une relation finit, je vois ça peut-être un peu plus positif, c'est-à-dire que, bon, j'ai appris certains trucs qui font en sorte que maintenant, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux pas. Comment on fait pour en arriver là quand toutes les ruptures qu'on a eues, ça a toujours été négatif? Et il faut faire un constat. Moi, je dis toujours, faites l'autopsie de toutes vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes. Elles sont mortes de dépendance affective et émotive. Donc, il est temps d'allumer. Il y en a qui vont dire que c'est l'usure du temps. Non, tu sais ce que dit Einstein. La vraie folie, c'est de faire toujours la même chose qui ne produit rien et d'en attendre un résultat différent. Ouais. Hein. Mesdames et messieurs, il serait temps d'allumer, là. Ça, je le disais souvent, mais je pensais que ça venait de moi. C'était, non? Ah, tu t'appelles Einstein? Je dois avoir lu ça quelque part. T'as pas un syndrome de l'imposteur, toi? Non. C'est le syndrome c'est le syndrome de s'imposer, ça. Finalement, j'ai lu ça quelque part. Je pensais que ça venait de moi. Des fois, je me regardais dans le miroir. Je suis là, c'est toi qui avais sorti cette phrase-là. Ben oui, t'es bon. Et voilà. T'es tellement intelligent. Et c'est pour ça une grimace de main. Dans le miroir. Et c'est comme ça que est né le livre Gagner au jeu des échecs amoureux, en expliquant aux gens, vous êtes des experts en échecs. Donc maintenant, tirez cette substantifique moelle, comme disait Rabelais, et faites-en quelque chose d'utile pour aller dans la bonne direction. C'est-à-dire que faites des statistiques et probabilités avec ce que vous avez entre les mains et constatez que, bien, vous avez toujours attiré des mauvaises personnes. À partir de là, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui les avez attirés, donc c'est en vous changeant vous que vous allez changer le type de personne que vous allez attirer plus tard. C'est ça la bonne nouvelle. Oui. Et puis une rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble, ou qui, voire même, n'avaient jamais rien à faire ensemble. Donc c'est un temps pour réfléchir sur soi, pour apprendre à s'aimer soi, parce que tu sais que tu es marié avec toi-même et que tu pourras pas te débarrasser de toi-même jusqu'à la fin de tes jours. Donc il est peut-être temps de s'aimer. Oui. Il faut commencer par là. Donc apprendre à s'aimer et puis apprendre à prendre soin de soi. Et puis quand on sait s'aimer, on sait aimer quelqu'un d'autre. Quand on ne s'aime pas, c'est impossible d'aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui sortent poqués de certaines relations. Mais moi donc, regarde, est-ce que j'ai la tête d'une tueuse? Non. Je sais, ça surprend pourtant. mes clients, mais oui, et pourtant, je me suis rendue jusque-là parce que j'étais prise dans un piège dont je n'arrivais pas à m'extraire. Et au lieu de stopper la relation et de
m'éloigner de ces deux personnages-là, je me suis agrippée parce que je voulais de la reconnaissance. Je voulais pas du sexe, du sexe, je pouvais en avoir quand je voulais. C'était pas ça. C'était la reconnaissance. D'ailleurs, je rappelle au passage que c'est pas après l'affection que les gens courent, c'est après la reconnaissance. Et l'affection, c'est la traduction de la reconnaissance. Donc on croit qu'on court après l'affection, mais pas du tout. On court après la reconnaissance. Si je te touche, eh bien je te reconnais. C'est pour ça qu'une femme battue ou un homme battu, au moins, il est reconnu. C'est pour ça que les enfants qui ont été battus dans leur enfance ont plus de résilience, de capacité à s'en sortir aujourd'hui, parce qu'ils ont été au moins reconnus que les enfants abandonnés. Donc, faut se souvenir de ça. On court pas après l'affection, on court après la reconnaissance. Et c'est pour ça que je voulais être reconnue par mes conjoints comme une personne généreuse. Et je m'agrippais à eux, et puis je leur rendais tous les services possibles. Ouais. Je les infantilisais, j'étais à leur service. C'était une mère pour eux. Une mère, oui. Et j'allais au-delà de leurs désirs. Je veux dire, j'anticipais. Parce que je voulais qu'à un moment donné, ils me disent « Qu'est-ce que tu es généreuse, Pascal ?» C'est une phrase que je n'ai jamais entendue de mes conjoints et que j'entends aujourd'hui très souvent de mes clients. Et chaque fois j'entends cette phrase, j'ai un petit sourire en coin et je me dis « Oh, j'ai failli tuer pour cette phrase-là. Je me suis prostituée, j'ai prostitué mon corps, mes valeurs, mon argent, tout, pour cette phrase-là que je n'ai jamais obtenue de ces gars-là. » Et forcément. Donc il faut sortir. Quand il y a souffrance dans une relation, c'est un voyant lumineux rouge qui clignote. Tu te rappelles mon tableau de bord d'avion? On décolle pas tant qu'il y a un voyant lumineux rouge qui clignote sur un tableau de bord. Mm-hmm. Eh bien, dans une relation, c'est pareil. Si vous avez des clignotants rouges sur votre tableau de bord en début de relation, il vaudrait mieux se pencher sur la question parce que souvent on ferme les yeux, on décolle et puis plus on monte, plus on va se cracher de haut. Donc, guérir ces petits bobos, si on n'est pas capable de le faire soi-même, demander à un mécanicien comme Pascal Piquet. Oui, c'est ma phrase préférée. Je dis les beaux ténébreux qui souffrent et les belles en détresse, laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. Pascal Piquet. PascalPiquet.com. Je fais du towing, comme vous dites. On va faire une courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X. Martineau. Trudeau. Le tandem Richard-Jonathan. Trudeau. Ils sont hallucinants. Wow. Avec Richard Martineau et Jonathan Trudeau. Lundi au vendredi, 13h. Radio X. Martineau Trudeau, une présentation des Puits du Québec. Parce qu'une bonne eau commence par un bon forage, exigez la qualité. Depuis plus de 100 ans, les Puits du Québec. Puits avec un S.com. Motoneigiste, encore une fois, Ski-Doo repousse les limites de l'industrie avec encore plus de modèles munis de la plateforme Rêve Gen 4 et le puissant moteur Rotax 850 E-Tech. C'est le temps de vous procurer les modèles exclusifs du printemps tels que les tout nouveaux MXZ, XRS et Renegade Backcountry X. Jusqu'au 12 avril, profitez de la meilleure offre fièvre du printemps Ski-Doo. Commandez une motoneige Ski-Doo 2018 et obtenez 4 ans de protection au financement à 0% sur 36 mois. Rendez-vous dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Ski-Doo. Conditions et détails chez le concessionnaire. Courez la chance de gagner la maison de la Fondation Maurice Tanguay Novo Climat 2.0 ou recevoir $1 demi-million. Simplement achetez votre billet chez Ameublement Tanguay, dans les restaurants normandins ou pharmacies Brunet participantes, chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Aussi à gagner une Mercedes-Benz GLA 250 offerte par Mercedes-Benz de Québec. En tout, 25 gagnants se partageront plus de 700 000 $ en prix. La maison de la Fondation Maurice Tanguay pour le bonheur des enfants handicapés. Dernière chance. 12 F-150 2016 à liquider chez Donnacona Ford. 10 000 $ de rabais plus 1 000 $ aux membres Costco. On paie le gros prix pour votre échange et on vous garantit le meilleur prix au Québec. C'est facile d'embarquer avec Ford. À seulement 20 minutes de Québec. Ah, bazou de brouette de Tabascan. Tes pneus sont aussi usés que tes vieux souliers pour tourner le gazon. Chez Kenny U-Pool, trouve ton pneu de remplacement à partir de 19,95 $. Toutes les pièces de voiture sont à un prix ridiculement bas. Amène tes outils et trouve tout ce dont tu as besoin. KennyUpool.com. Ah, bazou de brouette de Tabascan. Ton auto a autant de trous qu'un gruyère. Chez Kenny U-Pool, trouve les pièces de remplacement pour lui redonner son look de voiture presque neuve. Toutes les pièces de voiture sont à un prix ridiculement bas. Amène tes outils et trouve tout ce dont tu as besoin. KennyUpool.com. Depuis le premier jour de ma vie, j'ai toujours eu des problèmes de santé. J'ai fait un AVC, de l'épilepsie et une tumeur cérébrale. Pour moi, c'est comme un peu normal d'être malade. Mais malgré tout, je poursuis mes études et je fais toutes sortes de sports. Je vois grand et eux,
il voit gros. Supportez la Fondation Le Prix du Gros en achetant votre billet dans l'une de nos concessions. Le matin et la fin de semaine, ne laisse pas tomber. Radio X. Le show du matin. Week-end. C'est un warm-up pour légende du rock. Dans le fond, ils font la première partie des Stones, AC/DC, puis de Metallica à chaque fin de semaine. Week-end. Le show du matin. Week-end. Samedi et dimanche, 6h30. Radio X. Une présentation de Donnacona Chrysler Fiat. Rabais monstre. Jusqu'à 10 000 $ de rabais sur nos Ram 1500 en inventaire. On est les plus gros. Donnacona Chrysler Fiat. Marceau. Le soir. Avec Marceau et Laurence. Marceau. Le soir. Radio X. On est de retour sur les ondes du 98.1 Radio X. Merci d'être là. On est là avec Pascal Piquet jusqu'à 22h. Allez faire un tour sur pascalpiquet.com pour en savoir plus sur cette drôle de dame qui vient faire un tour une fois de temps en temps dans l'émission Marceau Soir. Elle est coach de réussite, spécialiste de la dépendance affective et du bonheur. pascalpiquet.com. T'as parlé tout à l'heure de mission. Trouver sa mission. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, trouver sa mission? Ah, ça, là, je m'élève contre ce genre de phrases de choc que certains spécialistes de croissance personnelle bombardent sur le web. Faut trouver sa mission. Mais qu'est-ce que ça veut dire trouver sa mission? Ça rend les gens fous. Alors qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent qu'il faut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors quelque chose d'extraordinaire comme quoi? Alors comme trouver l'antidote au sida, comme grimper la Napurna les yeux bandés, comme être un chanteur ou une star de cinéma, mais pas du tout. Donc ces gens-là sont complètement traumatisés, ils se demandent alors après j'entends des discours du style j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien fait de transcendant, je vais pas laisser une trace dans l'histoire. Ça sert à quoi de laisser une trace dans l'histoire, franchement? Donc mesdames et messieurs, donc j'aurais pas dû écrire mon nom dans Central Park sur un arbre. Avec finalement, si personne sait que c'est toi, c'est pas très grave. J'avais 16 ans, c'était un voyage étudiant, c'était la première fille que je rencontrais que j'aimais. C'est pas une grande trace. mais en fait, votre première mission, c'est d'être heureux, tout simplement. Et la deuxième mission, c'est d'en faire profiter les autres. On n'a pas besoin d'être célèbre pour ça. Moi, j'ai des amis à la campagne que j'aime beaucoup, que je connais depuis 16 ans, à Saint-Jean-de-Mata, Joanne et Jean-Claude. Et puis, ils tenaient un bed and breakfast, et c'est là que mes clients dormaient quand ils venaient en coaching avec moi. Et ces gens-là n'ont jamais pris l'avion. Jamais. Ils sont pas allés plus loin que la Gaspésie. Ils font du camping. Ils ont un potager. Ils travaillent tous les deux à Joliette. Enfin, lui vient de prendre sa retraite. Ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils ont rien fait d'exceptionnel. Rien du tout. Ils sont heureux, juste heureux. Puis leurs enfants sont heureux aussi. Sont dans leur monde à eux. Exact. Et on s'entend très bien, moi qui ai une vie trépidante par rapport à la leur et qui suis catapultée dans les médias, puis qui voyage beaucoup, mais on véhicule les mêmes valeurs et le même bonheur, bien que ayant des vies complètement différentes. Donc à partir de là, la vraie mission, c'est d'être heureux. On n'a pas besoin de faire quelque chose de transcendant. Alors il y a des gens qui disent mais je vis une routine. Bah oui, mais est-ce que tu es heureux dans cette routine? Oui, mais je vis une routine. Mais c'est écrit où qu'il faut pas vivre une routine quand on est bien dans une routine? Il faut remettre les choses à leur place. Donc on a toute une série de gens qui sont très portés sur la croissance personnelle et c'est extraordinaire. C'est une volonté de leur part de reprendre leur vie en main. Mais il faut faire attention au discours. Il faut faire attention à ce qu'on vous serine. Alors les gens qui vous disent il faut trouver votre mission, ok, alors ils ont trouvé leur mission, eux? C'est quoi leur mission? La mission du boucher, c'est d'être un boucher heureux puis de rendre ses clients heureux. Il y a une caissière au village de Saint-Jean-de-Mata, au supermarché. Elle rit tellement qu'elle fait trembler les murs du magasin. Mais moi je veux passer qu'à sa caisse pratiquement. Mais toutes les caissières sont gentilles, mais elle est drôle. Elle est drôle et puis elle est toujours souriante. Est-ce que tu peux imaginer le bonheur qu'elle donne à je ne sais pas combien de clients par jour? Elle en distribue du bonheur. Elle en distribue. Donc, elle fait rien d'extraordinaire non plus. Elle est caissière au métro de Saint-Jean-de-Mata. Elle est de bonne humeur. Elle est de bonne humeur, voilà. Donc, il y a rien d'extraordinaire à faire. Juste être heureux, juste en faire profiter les autres, juste être des diffuseurs de bonne humeur. C'est tout. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui désirent toujours être vues, être reconnues, avoir beaucoup d'amis pour recevoir beaucoup d'amour? Les réseaux sociaux attirent beaucoup cette clientèle que j'appelle des gens qui sont atteints de certaines carences, là. Bien sûr. C'est qu'ils mettent des photos d'eux qui sont peut-être, que eux croient à leur avantage, mais c'est parce que tu vois plus la poitrine que le visage de la fille. Oui. Mais ça, c'est dans le but unique de recevoir plusieurs
petit like là qui on retombe de sur l'amour la reconnaissance. Virtuel. Ouais. On retombe sur le problème de reconnaissance. Je te dis, c'est encore un problème de reconnaissance. Mais tu sais, 98% de la population n'a pas grandi sur une échelle de 1 plus de 10. Et resté un enfant. C'est le fameux enfant intérieur que je traite de terroriste parce que lui, il est aux commandes d'un avion qu'il ne sait pas piloter. Ouais. Donc quand tu retombes dans tes chaussures d'enfant, c'est la panique, systématiquement. Donc 98% de la population, sur une échelle de 1 à plus de 10, a un problème de confiance et d'estime. Bon, entre 1 et 4, c'est gentil, c'est pas très grave. 5 et plus, ça devient plus problématique. Donc oui, beaucoup de gens ont un problème de reconnaissance, et notamment, bien sûr, chez les artistes. Bien sûr. Les chanteurs et les acteurs, tu peux dire qu'il y a 98% d'entre eux qui ont un problème besoin de reconnaissance. C'est un désir incroyable de se faire aimer et reconnaître. Bien sûr. Regarde Johnny Hallyday, qui est un monument en France et dont je suis fan parce que je le trouve extraordinaire. Quand il est au Parc des Princes et qu'il crie « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ?» Est-ce que tu peux imaginer, je sais plus combien de milliers de personnes dans cette enceinte, et ces milliers de personnes qui crient « Oui !» Imagine comme ça doit être boostant. Mais pour qu'il pose cette question, et il le dit dans sa biographie qu'il est dépendant affectif, il le cache pas. Mais pour qu'il pose cette question-là, mais regarde, les acteurs s'ils sont rejetés ou s'il y a une critique, ou les chanteurs si on critique leur dernier CD ou un acteur son dernier film, c'est dramatique pour eux. Est-ce que ce serait une raison pour laquelle il y en a plusieurs qui ont des problèmes de toxicomanie puis d'alcoolisme? Mais bien sûr. Ouais. Mais absolument, c'est le vide. Il faut se souvenir que cette carence affective, ce vide qu'on ressent, c'est la dépendance affective qui est le manque de confiance et d'estime, c'est la mère de toutes les autres dépendances. La drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, nomme-les. Et c'est ce qui fait tomber dans la dépression, le burn-out, les phobies, les tics obsessionnels compulsifs et le suicide. C'est ce vide. Donc imagine, t'es une star. Tu es beau, tu es riche, tu es adulé. Et t'es toujours en vide. Qu'est-ce qui se produit? Tu vas essayer de le remplir, ce vide, hein. Et puis t'as de l'argent en plus pour le remplir. Ouais. Alors tu vas le remplir avec toutes sortes de substances plus chères les unes que les autres. Une fois que t'as acheté ta villa qui est immense avec 12 piscines et puis 3 pistes d'atterrissage d'hélicoptère, une fois que t'es jeune et que t'as de l'argent et que tu sais plus quoi en faire et que tu te sens toujours vide. Ouais, oui, effectivement. Puis il y a plein de noms d'acteurs ou de chanteurs qui me viennent en tête, mais Heath Ledger, qui est un gars qui était adulé, c'était un beau gosse. Il s'est suicidé. Il y avait des premiers rôles, tout le monde tripait sur lui. Lui, à l'intérieur de lui, il était pas heureux. Là. Non, c'était la sensation, ce gars-là. Il était seul. Et tous ceux qui se sont suicidés, c'est parce qu'ils se sentaient seuls. Regarde Whitney Houston, Dalida. T'as toutes sortes de personnes comme ça qui se sont suicidées parce que elles se sentent seules. Mais tu sais, j'ai dans ma clientèle des artistes, et puis de toutes sortes, et puis aussi des cinéastes et toutes sortes de personnes. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là ne savent pas quand une personne les approche, si c'est par intérêt, si c'est pour, excusez-moi l'expression, se taper une vedette, ou si c'est pour leur personnalité. Ils sont complètement faussés. Et comme ils ne savent pas se brancher sur leur intuition, c'est là que j'interviens, je les branche sur leur intuition pour qu'ils sachent qu'ils ont affaire à qui ils ont affaire. Il y a des filles qui veulent se taper des vedettes. Mais regarde, moi là dans ma clientèle, j'ai aussi des sportifs. Alors les sportifs, ils étaient personnes, puis ils ont pas un physique particulièrement attractif, C'est pas des Théodore, comment il s'appelait là? José Théodore. Voilà. José Théodore. C'est pas tous, c'est pas tous des beaux garçons comme ça. Ils sont tout à fait normaux, on va dire, et d'un seul coup ils deviennent une vedette. Ouais. Eh bien, ils viennent me voir parce que ils me disent, écoute, c'est parce que je trompe ma femme parce que c'est plus fort que moi, évidemment. Qu'est-ce qu'ils me disent? Elle me saute sur la braguette et je peux pas m'en empêcher. Regarde ce qui s'est passé avec Tiger Woods. C'est un cas que j'aime beaucoup. Je vous donne mon hypothèse par rapport à ça. Tiger Woods, il est noir, on s'entend? Oui. Et on le lui a rappelé à de multiples occasions quand il était petit, qu'il voulait rentrer sur les greens. Donc il avait pas les bonnes chaussures, pas les bons clubs de golf, un père autoritaire, il était noir. On lui a bien fait comprendre que jamais il rentrerait dans un terrain de golf, sur un terrain de golf. Alors imaginez que c'est comme un magasin de jouets. Donc Tiger Woods, il avait le nez collé sur le magasin de jouets, il voyait tous les beaux jouets à l'intérieur, mais on lui disait tu rentreras jamais dans le magasin de jouets. Rêve pas. Et un beau jour, il rentre dans le magasin de jouets. Parce qu'il est bon, parce qu'il est exceptionnel, il rentre sur les greens et il est un vainqueur. Donc il rentre dans le magasin de jouets. Et qu'est-ce qu'il fait? Une collection de poupées Barbie. Ah, j'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Parce que lui, dans sa tête, il s'imaginait jamais qu'un jour il aurait à ses côtés une femme mannequin, blonde, magnifique. Jamais. Et soudain, il a non seulement cette femme grande, blonde et magnifique, mais il en a toutes sortes qui lui sautent dans les bras.
Comment voulez-vous qu'un homme en déséquilibre affectif puisse résister? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors évidemment, quand on trompe son conjoint ou sa conjointe, c'est socialement pas du tout bien. Alors que si on mange beaucoup, on s'en fout, les petits gros, tout le monde les trouve sympathiques, hein. Mais si tu trompes ta femme ou ton conjoint, là, ça va plus du tout. Là, on est monstrueux. Se droguer, boire, jouer et puis tromper, ça, c'est pas bien. Mais ça relève du même principe. Ça relève toujours de ce vide. Donc, le problème de Tiger Woods, c'est que, il a eu du succès soudainement et que j'aimerais bien, là, si on pouvait faire un sondage, là, j'aimerais bien qu'on me dise quelle proportion d'hommes et de femmes rêvent d'avoir le sexe opposé à leurs pieds ou le même sexe. Combien de personnes ont rêvé d'avoir tous les hommes à leurs pieds ou toutes les femmes à leurs pieds, hein? Bon, il y a un bras qui se lève ici. Mais pas tous les hommes, là, toutes les femmes. J'avais bien compris. Je voudrais que ça soit clair. Oui, tu fais bien de le préciser. Mais c'est vrai, c'est un fantasme assez fréquent. Ouais. D'avoir tout, d'être adulé. Sauf qu'à un moment donné, c'est effroyable. Moi, je me souviens, je ne citerai pas son nom, mais il y a une vedette en France qui est chanteur et acteur, qui, je pense, aurait fait n'importe quoi à une certaine époque pour être reconnu dans la rue. Et soudain, il a voulu aller manger une pizza sur les Champs-Élysées. Il a été assailli de fans. Parce que autant au Québec, tu peux être une vedette et marcher dans les rues, les gens sont très respectueux. À Paris, c'est pas la peine. Donc tu le sais, quand tu es une vedette, tu vas pas manger une pizza sur les Champs-Élysées, tu vas être assailli. Eh ben c'est une réalité. Mm-hmm. Et je suis certaine qu'il fut un temps où au début de sa carrière, il aurait fait n'importe quoi, il aurait vendu son âme au diable pour qu'on le reconnaisse dans la rue et qu'on lui saute dessus à ce point-là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes parce que ces gens-là qui ont des carences, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection, qui sont dépendants affectifs, recherchent constamment à être reconnus. Mais une fois qu'ils ont tout, mais ça remplit pas le vide. Ben c'est ça. Ils ont pas comblé le vide. Donc ils sont toujours aussi vides, mais sont connus. Oui, mais et c'est pour ça qu'ils explosent. C'est pour ça que ils se suicident parce que c'est encore plus déprimant. C'est encore plus terrible. T'es beau ou tu es belle, t'as de l'argent, t'es riche, t'es célèbre, t'as tout et t'es seul. T'es seul. Pourquoi? Parce que tu n'as dans ta névrose attiré que des névrosés, donc tu allais d'échec en échec, ou alors tu sais pas trop pourquoi les gens te sautent dessus. Est-ce que c'est parce que t'es beau ou belle? Tu sais que Marlène Dietrich, qui était une star extraordinaire, eh bien, elle a passé plusieurs soirs à un festival de Cannes toute seule dans sa chambre parce que les hommes n'osaient pas l'inviter. Parce qu'elle était un sex symbole à l'époque, les hommes n'osaient pas l'inviter par peur qu'elle refuse. Et cette femme-là a passé ses soirées toute seule dans sa chambre d'hôtel. Fait que c'est pour ça que personne ne voulait aller avec moi au bal de finissant. C'est ça. Oh. Ils avaient peur que tu refuses. S'il vous plaît, là. C'est pas parce que j'avais des boutons, là. Mais non, vois-tu. Ah non. Donc, c'est ça, ce vide-là, il y a que toi qui peux le remplir en développant ta confiance et ton estime. Il y a que toi. Ça ne peut venir que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que sinon, quelqu'un dit quelque chose de gentil, wouhou, ta confiance monte. Quelqu'un dit quelque chose de désagréable, pout. Et hop, ta confiance descend dans les chaussettes. Alors tu fais les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non, ça doit être très stable à l'intérieur. Et pour ça, il faut savoir qui on est. Pascale Piquet, est-ce qu'elle est féministe? Moi, je suis masculiniste. Pourquoi? Parce que je trouve que ici, les hommes ont besoin d'aide. Moi, j'aime les hommes qui aiment les femmes. Et dans un monde d'équilibre, les hommes et les femmes se respectent beaucoup et s'aiment beaucoup. Moi, j'adore travailler avec des hommes parce que je me branche sur mon côté yang, n'est-ce pas? Je vais pas les recevoir avec du maquillage, un décolleté et puis les cheveux lâchés. D'ailleurs, je ne lâche jamais mes cheveux en coaching parce que c'est un signe féminin. Ça veut dire que tu détaches jamais tes cheveux? Parce que c'est un signe féminin. Bien sûr. Oui, c'est un signe féminin. Donc je reste très stricte, pas de maquillage et puis en jean, t-shirt pas du tout moulant, je sors mon yang. Mais tu vois, garde, hein, vous avez plus le droit de passer de commentaires, pas de maquillage, t-shirt voilà. Très mou, je sors mon yang. Détaché, ça veut dire que tu veux nous plaire. Mais j'ai un bandeau pour ramasser le tout derrière. J'ai pas dit qu'une femme qui a les cheveux lâchés veut plaire aux hommes. J'ai dit simplement que quand je travaille, je n'active aucun stimulus parce que j'ai en face de moi quand même des hommes un petit peu en déperdition, donc j'ai pas envie qu'ils fassent un transfert. Mais j'aime beaucoup travailler avec des hommes et je défends les hommes parce que
C'est pas vrai que les féministes extrémistes demandent l'égalité, elles demandent la supériorité. Et tant que on cherchera à savoir qui est supérieur, que ce soit les machos qui diront toujours qu'ils sont supérieurs aux femmes, ou les féministes extrémistes, je dis bien extrémistes, qui tendront toujours à vouloir être supérieurs aux hommes, on n'y arrivera jamais. L'homme et la femme sont partenaires, pas adversaires. Et tant que vous serez avec quelqu'un du sexe opposé que vous considérez comme votre adversaire, ça marchera pas. Donc la subtilité, c'est que les castratrices ont castré leurs conjoints, elles en font des caniches, et puis elles les méprisent. Donc, mesdames, comment pouvez-vous vous laisser couvrir par des hommes que vous méprisez? Et ensuite, quand on a un problème avec le voisin, quand on a transformé son mari en caniche et qu'on veut qu'il aille péter la figure du voisin, bien, on peut pas le transformer en pitbull. Il reste un caniche. Alors, à partir de là, moi, je suis pour l'égalité, c'est-à-dire le meilleur des hommes vaut la meilleure des femmes. Et on est partenaires. Et quand les gens se tiraillent parce qu'ils n'aiment pas le sexe opposé, les hommes vont dire les femmes toutes des ceci, les femmes vont dire les hommes toutes des cela, et en plus ils peuvent pas se passer les uns des autres. Est-ce que vous pouvez imaginer sur quel terrain on fait pousser une relation? Et alors, ce que j'aime bien, c'est que les dominatrices castratrices, donc elles ont des caniches à la maison, mais si elles vont au 281 sur la rue Sainte-Catherine au bar de danseurs là. Oui. Qu'est-ce qu'elles veulent voir? Des hommes habillés en quoi? Je vous le demande. Pas avec des tutus. Un pompier. Policier et militaire. Militaire. Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, un dominateur veut être dominé. Dans le sexe, là? Ben oui. Un dominateur veut dominer. Oui. Veut être dominé. Veut être dominé. Oui, parce que ces femmes-là qui dominent leur mec, eh bien, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est être dominées. Parce qu'elles disent, regarde-le, lui, c'est une vraie carpette. Elles en ont fait une carpette. Elles en ont fait un tapis welcome, comme dit quelqu'un dans sa chanson, là, je sais plus qui. Et puis, mais elles s'essuient les pieds dessus, mais elles leur reprochent de s'essuyer les pieds dessus. C'est ce que je te disais. Plus tu te rends esclave de quelqu'un, plus il te méprise, plus il va s'essuyer les pieds sur toi. Et donc, du coup, j'ai fait la blague comme ça à quelques clients, mais c'est pour rire, hein. On s'entend. Mes clients qui étaient tombés, qui sont tombés sur des conjointes castratrices, c'est vraiment épouvantable, et où le sexe a quitté le lit depuis bien longtemps. Je leur dis en rigolant, je leur dis, tu rentres à la maison, tu leur donnes 2 gifles, tu les jettes sur le lit, tu les sautes, elles vont jouir. Mais il faut pas le faire. Hein. Okay. C'est faut vraiment pas le faire. C'est important qu'on n'encourage pas ça. Non. Répète le dernier segment. Là. Faut pas faire. Je pousse. Bah oui, mais t'as qu'à pas sous ta table. Hein. Ouais. Il voulait oublier là. Il voulait faire semblant de pas être là. Je voulais oublier que toute la technique me lâchait dans la dernière demi-heure. Non, je pousse à l'extrême, hein. Je fais du sarcasme, ouais. Et je pousse le raisonnement à l'extrême. C'est-à-dire que mes clients qui ont des femmes dominatrices pour lesquelles il y a plus de sexe depuis longtemps parce que ils sont méprisés par leurs femmes. Je leur dis qu'elle veut être dominée. Fondamentalement, ce qu'elle veut, c'est être dominée. Quand c'est un rôle de dominateur dominé, ben le dominateur, quand il domine l'autre n'a plus d'intérêt pour lui. Donc c'est pour ça que ces femmes-là, elles vont voir des danseurs qui sont en policier ou en militaire. Et je dis à mes clients, mais en rigolant, je leur dis, écoute, tu rentres à la maison, tu l'attrapes, tu lui donnes 2 gifles, tu la jettes sur le lit, tu la sautes, tu vas voir, elle va jouir. Mais ne le fais pas. Voilà. Je pousse à l'extrême, on s'entend là. Voilà, je parle par image, c'est juste pour comprendre les choses. Parce que dans un couple, c'est pas vrai qu'il y en a toujours un qui domine. Chez les gens équilibrés, les gens sont partenaires, donc il n'y en a pas un qui domine. Mais dans le couple de névrose, eh bien, il y a le desperado qui tombe sur le trou noir. Le trou noir affectif prend tout et le desperado donne tout. Eh bien, le trou noir affectif méprise le desperado. Et donc, il le domine. Et plus il le domine, plus il le méprise. Et plus il le méprise, plus il le domine. Voilà comment s'installe un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux. Ça ne peut pas être un bon terreau pour une belle relation. Tu as compris, Laurence? Oui, monsieur. Parfait. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, la guerre des sexes, est-ce qu'elle peut s'arrêter un jour? Je pense pas. Je pense que il y a 2 mondes différents. Il y a le monde des gens équilibrés qui se respectent et qui respectent les autres, et le monde des gens en déséquilibre qui s'arrachent la tête. Donc, dans le monde des gens équilibrés, eh bien, oui, il y a jamais eu de domination de l'un ou de l'autre. Les gens se respectent. Dans le monde de gens déséquilibrés, c'est la foire d'empoigne. Donc, un monde, disons un pays, un peuple où ça fera l'unanimité que les hommes et les femmes se respectent, j'aimerais. J'aimerais beaucoup.
Mais j'ai un de mes clients qui m'a dit récemment, mais je sais plus quoi faire, parce que moi là, je sais que si j'invite une femme au restaurant, elle croit que je veux coucher avec. Comment je dois faire? Je voudrais une femme qui accepte la galanterie, mais je veux pas être traitée de cochon. Il savait plus du tout quoi faire. Mais je lui ai dit, c'est simple, reste ce que tu es. Invite une dame au restaurant. Si elle croit que t'as gagné un ticket pour faire un tour dans son lit, elle se trompe. Si elle refuse le restaurant parce qu'elle te dit que t'es un cochon, c'est pas la bonne personne pour toi. Messieurs, continuez à être galants si c'est dans votre sang. Et puis, ça va, comme ça, vous détecterez très rapidement les personnes, les femmes qui sont sensibles à la galanterie ou pas. Vous allez vous faire envoyer sur les roses très rapidement. Et là, au moins, vous aurez une information, c'est pas la bonne pour vous. Mais un monde où les hommes et les femmes s'entendent, oui, il y a des sphères dans lesquelles les hommes et les femmes s'entendent, bien sûr. Moi, je suis entourée d'hommes qui aiment les femmes et moi, j'aime les hommes. Parce qu'on regarde les regroupements féministes qu'on a au Québec, puis surtout quand il arrive des affaires comme avec le député Jerry Sklavounos à l'Assemblée nationale qui avait été accusé d'avoir agressé une jeune femme sexuellement dans un restaurant sur la Grande Allée. Finalement, il y a eu enquête, puis la police de Québec dit il y a aucun geste criminel qui avait été posé. Mais au travers de ça, en attendant que la police fasse son enquête, il y avait des regroupements féministes qui disaient que les hommes, ils nous faisaient passer pour des êtres des cochons ou des bêtes en fait. C'est ça. Mais oui, mais il y en a. Il y a des hommes imbéciles, il y a des femmes imbéciles. Mais on peut pas mettre tous les hommes dans le même panier, toutes les femmes dans le même panier non plus. C'est réducteur. Donc il faut faire attention à qui on s'adresse. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis masculiniste au Québec, parce que les hommes ont besoin de renfort. C'est en train de basculer, c'est dramatique. C'est dommage, parce que la féminité est nourrie par le regard de l'homme. Et au Québec, les hommes n'ont pas le droit de regarder les femmes. Donc du coup, et tu connais ma théorie, Yannick, c'est que plus les hommes deviennent yin, plus les femmes deviennent yang, plus les femmes deviennent yang, plus les hommes deviennent yin. Donc une femme qui devient de plus en plus masculine, elle nie le rôle de l'homme. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire, lui ? Mais il fait plus rien, il est plus protecteur, il fait plus rien, puisque la femme dit je sais le faire, je sais le faire, je sais le faire, je sais le faire, je sais le faire. Bon, fais-le. J'ai même lu des articles sur le web des femmes qui sont contre la galanterie, mais contre, qui trouvent que c'est outrageant. Donc tu te dis, ok. Donc d'ouvrir la porte à sa conjointe, exemple de la voiture, ça c'est les femmes. Il y a des femmes qui sont contre ça. Mais mais même pire que ça, elles sont contre le fait que tu les aides, elles sont contre le fait que tu leur portes une valise lourde, à ce point que si tu pousses le raisonnement une fois de plus dans l'absurde, ok, tu vas dans un coin dangereux de Montréal ou de Québec, il y a une femme qui est agressée par un groupe d'hommes, et puis tu dis à la dame, écoutez madame, je serais bien là venue à votre rescousse, mais j'ai trop peur que vous me traitiez de cochon, je vais être obligée de faire un repli stratégique. Voilà où on en arrive. Tu as une panne de voiture, il pleut comme il pleut ce soir, il fait nuit, t'es dans un coin dangereux, tu peux être frappé par une autre voiture, mais le monsieur va s'arrêter en disant madame, je vous aiderai bien, mais comme vous allez me traiter de cochon, parce que si je vous aide, c'est que je veux coucher avec vous, je vais être obligée de passer mon tour. C'est ça qu'elles veulent, ces femmes-là. C'est affreux, parce que refuser la galanterie, c'est nier les égards dus à notre rang de femme. Et moi, là, je veux qu'on me porte ma valise, je veux qu'on m'ouvre la porte, je veux qu'on m'aide, bien sûr. Je trouve ça absolument génial. C'est une façon de communiquer entre les hommes et les femmes. Et la galanterie, la réponse de la galanterie, c'est la courtoisie des dames, c'est de dire merci. Ouais. Et ça, on l'induit. Moi, là, les hommes sont souvent galants avec moi parce que je l'induis, c'est-à-dire que j'ai une attitude respectueuse. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de femmes qui acceptent de se faire ouvrir la porte. Exemple, à la station-service, quand je tiens la porte pour un gars, automatiquement, j'ai « merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup ». Mais si je tiens la porte pour une femme, là, je te dirais 2 fois sur 3, j'ai un merci. Sinon, l'autre personne elle regarde à terre, puis... Ouais, mais si on pousse le raisonnement une fois de plus, qui a l'esprit tordu ? Qui a l'esprit tordu? C'est les femmes qui croient que tous les hommes veulent coucher avec elles parce qu'ils ont des gestes attentionnés. Je te rappelle la définition d'une de mes clientes que j'ai reprise dans Séduire pour une nuit ou Charmer pour la vie. J'avais demandé la définition de la galanterie à un groupe et elle m'a répondu, c'est avoir des attentions sans intention. Et c'est vrai. Donc, qui met du sexe partout? C'est pas l'homme. Est-ce qu'un homme qui tient la porte à une dame de 98 ans pense à la gaudriole? Franchement. Alors juste parce qu'un homme aurait une attention envers une femme, il voudrait coucher avec elle. Eh c'est pas un peu prétentieux? Ce serait pas le syndrome de l'imposteur, ça? Oui, effectivement. Non mais franchement, dès qu'un homme a un geste attentionné, ça y est, il veut coucher avec la fille. Ben franchement. Mais non.
OK. Il y a des gens qui nous écoutent, qui se sont rendus compte que peut-être ils pouvaient avoir certaines carences affectives. Ils pouvaient être des dépendants affectifs. Bon, on en a parlé un petit peu. Je pense que pour les gens qui veulent stepper up, comme on dit, là, donc faire un pas pour... Se taper qui? Stepper up. Stepper up. Donc, en bon français. S'améliorer. Ils peuvent consulter une coach comme toi, donc une coach de réussite, parce que tu es spécialiste de la dépendance affective, mais aussi du bonheur. Et si je peux me permettre, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. Oui. Il faut bien se souvenir de ça. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime, parce que c'est pas juste rester en mauvais couple. C'est aussi être accroché à la bouteille, accroché à des compulsions, avoir peur de cette sensation de vide, avoir peur de vivre seul. C'est toutes ces choses-là. C'est le manque de confiance et d'estime, la dépendance affective. OK. Mais une fois que j'ai passé ces étapes-là, que je me suis guéri, supposons que je me considère comme une voiture, puis j'aimerais rencontrer une voiture qui est aussi guérie que moi, là. Une belle voiture. Comment je fais pour établir un portrait de la personne que j'aimerais rencontrer? C'est-tu possible de le définir d'avance? Oui, en fait, pas forcément le poids, la taille, la couleur des cheveux et des yeux, mais il faut choisir la même personne que soi. Quand tu sais qui tu es, et c'est ce que je développe dans Gagner au jeu des échecs amoureux qui vient de sortir au mois de mars, c'est ce que je développe. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu veux en face. Il faut la même personne que toi. Alors évidemment, les gens pensent que les extrêmes s'attirent. Les extrêmes s'attirent quand c'est les deux enfants intérieurs qui ont fait le casting. Tu vois là, quand c'est la névrose qui a choisi, oui, tu vas attirer quelqu'un qui est aussi déséquilibré que toi. Ça va aller mal. Mais il faut la même personne que toi. Même croyance, même valeur, souvent même éducation. Et puis aussi au niveau de la où tu es rendu dans la vie. Si tu es prêt à avoir des enfants, si tu es prêt à te mettre en couple, ça c'est important aussi. Faut faire attention aux problèmes de religion aussi. Hein. Si des divergences de religion, ça peut provoquer des problèmes aussi. C'est toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est simplement de valider que vous avez la même personne que vous en face avec des habiletés différentes.